Bruno Mars, l'icône de la pop avec une influence indéniable, a consolidé sa place en tant que l'un des artistes les plus vendus de tous les temps. Avec des succès en tête des classements et une présence scénique incomparable, il n'a pas seulement façonné l'industrie musicale, mais a aussi construit une carrière qui continue de captiver des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, à 38 ans, Mars se livre sur les rumeurs, les défis et le parcours indéniable qui l'ont fait devenir une superstar mondiale. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire derrière la musique et l'homme qui a transformé la controverse en succès. Bruno Mars, les scandales qui auraient pu entraîner sa chute. Bruno Mars, né Peter Jan Hernandez, est devenu l'une des figures les plus influentes et les plus célébrées de l'industrie musicale. Avec son talent polyvalent en tant que chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques, Mars a remporté plusieurs Grammy Awards et a connu un succès phénoménal avec des tubes comme Just the Way You Are, Locked Out of Heaven et Uptown Funk. Cependant, sa montée en popularité n'a pas été sans controverse et défis. Parmi ceux-ci se trouve une arrestation en 2010 qui a failli faire dérailler sa carrière, un tournant qu'il a abordé avec une honnêteté brutale. Le 19 septembre 2010, Mars s'est retrouvé au cœur d'un scandale lorsqu'il a été arrêté à Las Vegas pour possession de 2,6 grammes de cocaïne. L'incident a eu lieu au Hard Rock Hotel et Casino, où Mars a été pris en flagrant délit par un agent d'entretien des toilettes. L'arrestation aurait pu avoir des conséquences graves, Mars risquant jusqu'à 4 ans de prison d'État. Cependant, il a plaidé coupable de possession de drogue et, en échange de l'accomplissement de certaines conditions, a eu la possibilité d'éviter un casier judiciaire. Ces conditions comprenaient le paiement d'une amende, l'accomplissement de 200 heures de travaux d'intérêt général et la participation à des séances de conseil en matière de drogue. Mars a ensuite admis avoir menti sur les circonstances de son arrestation, fournissant une image plus complète de la situation plusieurs années après l'incident. Initialement, il avait dit à la police que c'était sa première fois en utilisant de la drogue, espérant minimiser l'événement et protéger son image publique. Cependant, dans une interview en 2013 avec GQ, il a révélé la vérité, admettant « Je ne sais pas d'où ça vient. J'étais vraiment intoxiqué. J'étais vraiment ivre. Donc une grande partie de ça est un grand flou, et j'essaie chaque jour d'oublier et de continuer. » Dans cette réflexion plus candide, Mars a expliqué que ses actions étaient le fruit de l'insouciance juvénile, alimentée par le comportement imprudent souvent associé à la pression de la célébrité naissante. « J'étais jeune, mec. J'étais à Vegas. Je ne pensais pas, a-t-il avoué, reconnaissant que le mode de vie rapide et festif de Las Vegas l'avait conduit sur une voie destructrice. On m'a donné un disque numéro 1. Et je suis dehors à faire des conneries, a-t-il dit, soulignant le décalage entre son succès professionnel et ses luttes personnelles. Son ouverture sur l'erreur a marqué un tournant dans son image publique, passant de celle d'une star parfaite et polie à celle d'un homme prêt à confronter ses erreurs passées. L'affaire judiciaire contre Mars a finalement été classée après qu'il ait réussi à remplir toutes les exigences imposées par le tribunal. Le juge Jesse Walsh a décidé que les accusations seraient effacées de son dossier, reconnaissant que Mars avait dépassé les conditions fixées par le tribunal. Son avocat, Blair Berk, a exprimé sa reconnaissance pour cette opportunité, notant que Mars avait dépassé les attentes et avait travaillé dur pour remplir ses obligations. La plaidoirie de Mars n'a pas seulement été une victoire juridique, mais aussi personnelle, car elle lui a permis d'éviter tout dommage durable à sa carrière. Malgré la résolution juridique, l'incident a continué de suivre Mars pendant un certain temps. Il y a fait référence à nouveau en 2013, révélant que l'arrestation et les conséquences qui en ont découlé ont été une expérience édifiante. « Je ne pensais pas, » a-t-il répété, reconnaissant combien il aurait été facile pour sa carrière de s'effondrer. Tout peut être pris. Ça te met dans une position bizarre. Ça te fait honte. Sa réflexion sur l'événement démontre un niveau de maturité et de conscience de soi
que peu de personnes dans sa position admettraient publiquement. En plus de l'incident lié à la drogue qui a failli détruire sa carrière, une autre controverse importante a émergé en 2024 concernant Bruno Mars. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles l'icône de la pop serait profondément endetté auprès du casino MGM à Las Vegas, avec des rapports suggérant qu'il devait jusqu'à 50 millions de dollars. Ces allégations peignaient le portrait de Mars luttant contre une grave addiction au jeu, ce qui l'aurait amené à accumuler d'énormes dettes au fil des années. Bien que Mars soit connu pour son style de vie extravagant, y compris une prédilection pour le luxe et les paris élevés, ces rumeurs ont ajouté une nouvelle couche à son image publique, soulevant des questions sur sa stabilité financière et sa vie personnelle. Les médias ont spéculé que Mars aurait conclu un accord avec le casino pour rembourser la dette supposée grâce à une série de performances, mettant potentiellement sa carrière et sa réputation en danger. Malgré ces rumeurs croissantes, aucune déclaration officielle n'avait été faite par Mars lui-même ou son équipe concernant la véracité de ces allégations. Cependant, les rapports sur les prétendues difficultés financières et la dette de jeu de Bruno Mars ont rapidement été démentis. MGM Resorts International a publié une déclaration officielle rejetant fermement les allégations, les qualifiant de sans fondement et sans mérite. Le casino a non seulement rejeté les affirmations, mais a également profité de l'occasion pour souligner les contributions de Mars à leur scène de divertissement au fil des ans. Ils ont salué son talent et son implication dans leurs événements réussis, réaffirmant qu'aucune dette financière n'était due par le chanteur. La réponse rapide et claire de la société a contribué à dissiper les rumeurs, rassurant les fans et le public que l'histoire n'était rien de plus qu'une spéculation infondée. Dans la pure tradition de Mars, il a répondu aux allégations avec son humour habituel et son calme. Avec un sourire, il a plaisanté. « J'adore la légende selon laquelle je suis un chanteur de lounge à Las Vegas endetté auprès de la mafia. » Sa réplique légère a clairement montré qu'il n'était pas perturbé par les commérages ou le drame qui l'entourait. Cela a encore été un exemple de sa capacité à prendre de telles rumeurs avec détachement, transformant une potentielle négativité en un moment d'humour autodérisoire. En faisant cela, Mars a montré qu'il restait au-dessus des distractions futiles qui accompagnent la vie de célébrité, les affrontant avec la confiance et l'aisance qui sont devenus synonymes de sa personnalité. Malgré la brève et finalement infondée controverse, l'attention de Mars est restée fermement centrée sur sa musique et sa carrière. Ses performances en résidence ont continué avec une énergie et un enthousiasme renouvelés, démontrant son engagement envers son art. La capacité de Mars à ignorer le scandale et à maintenir son image publique positive n'a fait que renforcer sa réputation en tant qu'artiste qui garde les yeux sur la grande image, insensible aux commérages et rumeurs qui tournent parfois autour de lui. Les batailles juridiques derrière Uptown Funk. Une autre controverse qui a duré plusieurs années impliquant Bruno Mars concernait les problèmes juridiques liés à sa chanson célèbre Uptown Funk. Dès le moment où Bruno Mars a commencé à fredonner la mélodie entraînante de ce qui allait devenir la sensation mondiale de 2015, Uptown Funk, il savait qu'il tenait quelque chose d'extraordinaire. La chanson, coproduite avec Mark Ronson et Jeff Bhasker, a commencé comme une session d'improvisation mais a rapidement évolué pour devenir l'un des morceaux les plus emblématiques de la décennie. Bien que le chemin vers sa sortie ait été marqué par la créativité et la détermination, il a également été semé de défis épuisants, de sacrifices personnels et de controverses houleuses. La collaboration de Mars avec Ronson et Bhasker sur Uptown Funk n'était pas leur première aventure ensemble. Ils avaient travaillé sur des morceaux pour l'album à succès de Mars, Unorthodox Jukebox. Cependant, cette fois, l'équipe avait pour objectif de créer quelque chose de vraiment unique. « Nous voulions repousser les limites », a expliqué Mars dans une interview. Lors d'une session d'improvisation, Mars jouait de la batterie, Ronson s'occupait de la guitare et Bhasker ajoutait le clavier, créant une base brute et énergique pour la chanson. Cette étincelle créative a jeté les bases de
Uptown Funk. L'esprit de la chanson venait de cette session, a rappelé Ronson. Mais transformer cette énergie initiale en un hit poli et prêt pour la radio s'est avéré bien plus difficile que prévu. Au cours des 7 mois suivants, l'équipe a peaufiné la chanson, travaillant dans des studios à Los Angeles, Londres et Memphis. Mars, connu pour son perfectionnisme, était particulièrement critique à l'égard des couplets de la chanson, les réécrivant et les réenregistrant à plusieurs reprises. Le processus était si éprouvant que l'équipe a brièvement envisagé d'abandonner le projet. Il y a eu des moments où nous avons pensé « peut-être que ce n'est pas destiné à être », a admis Ronson. Mais la conviction inébranlable de Mars dans le potentiel de la chanson les a maintenus sur la bonne voie. Le talent de Mars pour créer des mélodies mémorables et offrir des performances vocales impeccables est devenu la force motrice de Uptown Funk. Bruno a cette capacité de prendre un refrain et de le rendre inoubliable, a déclaré Ronson. Sa prestation vocale vibrante a donné vie à la chanson, l'infusant de charisme et d'assurance. Cependant, la pression pesait lourdement sur Mars. À un moment donné, sa frustration a éclaté lors d'une session d'enregistrement où il aurait crié d'exaspération, se demandant si la chanson serait un jour terminée. Pourtant, sa détermination n'a jamais vacillé. Je savais que cette chanson avait quelque chose de spécial, a réfléchi Mars plus tard. Lorsque Uptown Funk a finalement été diffusée à la fin de 2014, elle a rapidement consolidé sa place dans l'histoire de la culture pop en tant que l'une des chansons les plus influentes de la décennie. Elle a dominé les classements dans 19 pays et a battu plusieurs records, dont une impressionnante série de 14 semaines à la première place du Billboard Hot 100, la plus longue pour une chanson de cette époque. Au Royaume-Uni, elle a régné sans partage sur le Singles Chart pendant 7 semaines, dominant les ondes et consolidant sa place en tant que l'une des chansons les plus réussies de l'année. Les critiques ont salué Uptown Funk comme un chef-d'œuvre. Le morceau a remporté de nombreuses distinctions, dont un Grammy Award pour l'enregistrement de l'année, consolidant la réputation de Mars en tant que l'un des artistes les plus dynamiques de sa génération. Avec plus de 5,28 milliards de vues, le clip vidéo de la chanson reste l'un des plus regardés de l'histoire de YouTube. Malgré son succès, Uptown Funk a fait face à plusieurs litiges en matière de droits d'auteur. Le premier grand recours est venu de The Gap Band, qui a affirmé que la chanson empruntait des éléments de leur tube de 1979, Oops Upside Your Head. En conséquence, Bruno Mars et Mark Ronson ont ajouté les membres de The Gap Band en tant que co-auteurs et leur ont attribué 17% des royalties. Cependant, des litiges ont continué à surgir. En 2016, le groupe Funk Collage a intenté une action en justice, affirmant que Uptown Funk était indistinguable de leur chanson de 1983, Young Girls. La même année, The Sequence a allégué que le morceau avait copié leur single de 1979, Funk You Up, l'un des premiers morceaux de rap à figurer dans le top 50 des singles de Billboard. Cheryl Cook, Gwendolyn Chisholm et Angie Brown Stone, membres de The Sequence, ont demandé des dommages et intérêts, affirmant que Uptown Funk partageait des éléments compositionnels substantiels avec leurs morceaux. Bien que certains de ces cas, y compris celui de Collage, aient finalement été abandonnés, ils ont mis en lumière les tensions continues autour de l'inspiration versus le plagiat. En 2017, l'Astrada Entertainment a poursuivi Ronson, l'accusant d'avoir copié des éléments de la chanson More Bounce to the Ounce de Roger Troutman et Zapp, en particulier le motif répétitif de Dosh dans l'introduction de la chanson. Parallèlement, des litiges sur les paiements de royalties ont émergé, avec les familles des membres de The Gap Band poursuivant BMG pour avoir prétendument échoué à payer les royalties malgré leurs contributions créditées. À travers ses épreuves et ses triomphes, Uptown Funk a solidifié la position de Bruno Mars en tant qu'icône mondiale.
Le mélange de funk, pop et soul de la chanson a non seulement rendu hommage à la musique des années 90, mais a également repoussé les limites de la pop contemporaine. Son succès a reflété la capacité de Mars à se connecter avec un large public tout en restant fidèle à sa vision artistique. « Cette chanson est une célébration », a déclaré Mars. « C'est à propos du fun, du style et de la confiance. C'est ce que la musique devrait être. » Aujourd'hui, Uptown Funk reste un phénomène culturel, reconnu comme l'une des plus grandes chansons de tous les temps. Classée 5e dans la liste des meilleures chansons de tous les temps du Billboard, elle continue d'inspirer les artistes et les fans. Pour Bruno Mars, le parcours de création de Uptown Funk illustre son engagement inébranlable envers l'excellence. Influence culturelle ou appropriation culturelle. Bruno Mars a également fait face à des accusations récurrentes d'appropriation culturelle dans sa musique. Ces critiques portent principalement sur son adoption et sa réinvention des genres musicaux noirs tels que le R&B, le funk et la soul, que certains estiment qu'il utilise sans une reconnaissance suffisante de leurs origines. Cependant, Mars lui-même a constamment réfuté ces accusations, affirmant que son travail découle de l'admiration, du respect et d'un amour profond pour la musique qui l'inspire. Dans une interview franche avec The Breakfast Club, Mars a abordé ces accusations directement. « Vous ne trouverez pas une interview où je n'ai pas parlé des artistes qui sont venus avant moi », a-t-il déclaré. « La seule raison pour laquelle je suis ici, c'est à cause de James Brown, Prince, Michael Jackson. » Il a ajouté « Cette musique vient de l'amour, et si vous ne pouvez pas l'entendre, je ne sais pas quoi vous dire. » L'héritage mixte de Mars, sa mère est philippine et son père est d'origine portoricaine et juive ashkénaze, a souvent été un point de discorde. Des critiques, comme l'écrivain et activiste Seren Sensei, ont soutenu que Mars met en avant son ambiguïté raciale pour traverser les genres et obtenir une large popularité. Dans une vidéo virale de 2018, Sensei a déclaré « Ce que fait Bruno Mars, c'est qu'il prend des œuvres existantes et les recrée entièrement, mot pour mot. Il ne les crée pas, il ne les améliore pas, il ne les rend pas meilleures. » Ces remarques ont déclenché un débat animé, avec de nombreux fans et célébrités défendant Mars. Les critiques ont soutenu que l'hommage de Mars aux légendes de la musique noire relevait moins de l'appropriation que du respect de leur héritage. Par exemple, Mars lui-même a comparé son processus créatif à celui des athlètes qui s'inspirent de la légende de la NBA, Michael Jordan. Il a expliqué « En tant que musicien, quel est l'intérêt si nous ne pouvons pas apprendre de ceux qui sont venus avant nous? Qu'ont-ils fait? Comment pouvons-nous prendre cela et le transformer, l'adapter et y ajouter notre propre touche ?» Mars a également reconnu ouvertement le racisme systémique qui existe dans l'industrie de la musique. Il a noté que les artistes noirs ne reçoivent souvent pas la reconnaissance qu'ils méritent en disant « Il y a un véritable mérite à ce que les gens disent sur les artistes noirs qui ne reçoivent pas leurs fleurs. Je soutiens cela. » Cependant, il a maintenu que les accusations à son égard étaient injustes, affirmant que son travail venait d'un lieu de respect et d'admiration. « J'espère qu'un jour, il y aura un groupe qui prendra ce que nous avons fait, le retournera et l'adaptera, parce que si ce n'est pas le cas, alors quel était le but de tout cela? » Le débat sur l'appropriation culturelle de Mars a ressurgi après ses victoires aux Grammy Awards et ses performances de haut niveau. La vidéo de l'activiste Seren Sensei a ravivé les discussions sur la manière dont des artistes non noirs comme Mars profitent de manière disproportionnée de la culture noire. Les critiques ont souligné que des artistes noirs légendaires comme Prince et Janet Jackson, malgré leurs contributions monumentales, ont souvent été ignorés par des récompenses comme les Grammy Awards. Le succès de Mars, selon certains, met en lumière cette disparité, car son travail prospère dans des genres créés par des artistes noirs qui ont historiquement fait face à des barrières systémiques. Les défenseurs de Mars rétorquent que sa musique et ses performances témoignent d'un réel engagement et d'un véritable talent artistique. Ses apparitions électrisantes lors du Super Bowl
y compris une collaboration mémorable avec Beyoncé, ont montré sa présence sur scène et son talent. Ses défenseurs soutiennent que Mars ne se contente pas de s'approprier la musique noire pour obtenir des distinctions. Il est pleinement engagé dans son art. Comme l'a écrit un fan sur Twitter, si vous ne l'aimez pas, dites simplement que vous ne l'aimez pas et passez à autre chose. Un autre aspect de la discussion est de savoir si Mars, en tant que personne de couleur, peut être qualifié d'appropriateur culturel. L'appropriation culturelle est souvent définie comme l'adoption d'éléments d'une culture marginalisée par des membres d'une culture dominante, généralement sans compréhension ni respect de leurs origines. Bien que Mars ne soit pas noir, il n'appartient pas non plus à la culture blanche dominante, souvent impliquée dans les débats sur l'appropriation. Des critiques, comme Sensei, soutiennent que Mars profite des traditions musicales noires sans pleinement créer ou innover au sein du genre. Pourtant, la transparence de Mars sur ses influences et ses collaborations avec des artistes noirs remet en question cette narration. La question plus large du racisme dans l'industrie musicale reste essentielle. Des albums noirs légendaires tels que Off the Wall de Michael Jackson ou 1999 de Prince ont été historiquement négligés pour les grandes récompenses, mettant en lumière les biais systémiques. Les détracteurs de Mars soutiennent que son succès est emblématique de cette inégalité où un artiste non noir peut prospérer dans des genres créés par des pionniers noirs. Cependant, accuser Mars de ces disparités pourrait faire abstraction des problèmes structurels plus larges en jeu. Comme l'a souligné un commentateur, il n'est pas juste de minimiser le talent de Mars à cause de ressentiments envers d'autres artistes que nous aimons. La réponse de Mars aux accusations montre son engagement à aborder la question de manière constructive. Il a admis que la critique l'avait initialement fait se remettre en question. À l'époque, quand cela a un peu éclaté sur Internet, je me regardais dans le miroir et je me disais « Qu'est-ce que je ne vois pas? Ai-je ce passe-droit dont je ne sais rien? Où puis-je obtenir ce passe-droit ?» a-t-il partagé avec une touche d'humour. Malgré cela, il a souligné que ses intentions et ses inspirations sont enracinées dans l'amour et le respect de la musique qu'il interprète. Alors que certains voient Mars comme un opportuniste qui profite de la culture noire, d'autres le considèrent comme un artiste talentueux qui rend hommage aux grands qui ont ouvert la voie. Comme l'a dit Mars lui-même, si nous, en tant que musiciens, ne pouvons pas apprendre de ceux qui sont venus avant nous, alors quel est l'intérêt? Cette conversation en cours met en lumière non seulement les subtilités de l'appropriation culturelle, mais aussi la nécessité d'un changement systémique pour garantir que tous les artistes, en particulier les pionniers noirs, reçoivent la reconnaissance et le respect qu'ils méritent. De Little Elvis à superstar mondial. Le vrai nom de Bruno Mars est Peter Gene Hernandez, né en 1985 à Honolulu, Hawaï, dans une famille musicale qui a joué un rôle clé dans sa trajectoire pour devenir l'un des artistes les plus réussis de sa génération. Élevé dans le quartier de Waikiki, Mars a été exposé dès son plus jeune âge à une grande diversité musicale, grâce à ses parents Pete et Bernadette Hernandez. Son père, d'origine portoricaine et juive, était percussionniste, tandis que sa mère, originaire des Philippines, était chanteuse et danseuse. Son oncle, imitateur d'Elvis Presley, a encore plus nourri la passion de Mars pour la musique. Enfant, Mars était souvent encouragé à se produire par sa famille, avec des influences allant du rock and roll au reggae, hip-hop et rhythm and blues. À seulement 2 ans, Mars a reçu le surnom de Bruno de son père, qui pensait qu'il ressemblait au catcheur professionnel Bruno Sammartino. La carrière musicale de Mars a commencé à l'âge de 4 ans lorsqu'il a commencé à se produire régulièrement avec le groupe familial The Love Notes. Son rôle dans le groupe consistait initialement à imiter Elvis Presley, et il est rapidement devenu connu à Honolulu pour ses imitations parfaites des hits de Presley. Il se produisait même 5 jours par semaine avec le groupe, mettant en avant son talent naturel dès son plus jeune âge. Bien que son exposition précoce à la scène ait été marquée par un moment difficile, à l'âge de 5 ans,
Lorsqu'il s'est accidentellement uriné dessus pendant une performance de Can't Help Falling in Love, Mars n'a pas été découragé et a continué à poursuivre sa passion pour la musique. En 1990, à seulement 5 ans, Mars a été présenté dans le tabloïd hawaïen Midweek sous le nom de Little Elvis et a fait une apparition mémorable lors du spectacle de la mi-temps du Aloha Bowl de 1990. Sa célébrité n'a cessé de croître et en 1992, il a obtenu un rôle de figurant dans le film Honeymoon in Vegas. La même année, il a été interviewé par Pauly Shore sur MTV. En tant qu'enfant, Mars a également fait une apparition dans The Arsenio Hall Show et s'est produit avec The Love Notes, reprenant souvent des chansons d'artistes emblématiques tels que Frankie Lymon et Little Anthony. Tout au long de ses premières années, Mars a développé un profond amour pour la musique et perfectionné ses compétences en apprenant à jouer de plusieurs instruments tels que la batterie, la guitare, le piano et la percussion, des compétences qui lui seront utiles dans sa carrière future. Cependant, l'enfance de Mars n'a pas été sans difficulté. À l'âge de 12 ans, ses parents ont divorcé, ce qui a conduit à la dissolution du groupe The Love Notes. La série de faillites commerciales de son père, y compris des salons de tatouage temporaires et des magasins de souvenirs, a laissé la famille sans source de revenus stables. En conséquence, Mars, avec son frère et son père, a quitté leur domicile familial et a vécu dans des conditions plus modestes, dans ce que Mars a plus tard décrit comme les bidonvilles d'Hawaï. Ce changement de conditions de vie n'a fait qu'approfondir sa détermination à réussir dans le monde de la musique, trouvant du réconfort dans la musique pendant ces années difficiles. Mars a fréquenté le lycée président Theodore Roosevelt à Honolulu, où il a obtenu son diplôme en 2003. À ce moment-là, sa passion pour la musique s'était encore intensifiée, et il savait que son avenir se trouvait à Los Angeles, où il pourrait poursuivre sa carrière musicale. Peu de temps après son diplôme, il a déménagé dans la ville pour prendre la prochaine étape de son parcours. Mars s'est rapidement immergé dans la scène musicale, mais ses premières années à Los Angeles n'ont pas été sans difficulté. Il a d'abord eu du mal à trouver du succès en tant qu'artiste solo, mais son travail acharné a payé lorsqu'il a commencé à écrire des chansons pour d'autres artistes, dont Alexandra Burke, Travie McCoy, Adam Levine, Brandy et Sean Kingston. C'est durant cette période que Mars a écrit le hit international Right Round pour Florida et a coécrit Get Sexy pour les Sugababes. Tout au long de sa carrière, Bruno Mars a continué à bâtir sur ses bases musicales initiales, mélangeant des genres comme le R&B, la pop et le funk, tout en rendant hommage à ses influences musicales. Son succès a été rien de moins qu'extraordinaire. En plus de ses albums et singles qui ont dominé les classements, Mars a amassé un impressionnant éventail de prix, dont 11 Grammy Awards. Il a également coécrit plusieurs succès internationaux, dont Wavin' Flag de Canaan et Right Round de Florida, prouvant encore sa polyvalence en tant qu'auteur, compositeur et producteur. Et voilà, à 38 ans, Bruno Mars a enfin abordé les rumeurs et nous a donné sa version des faits. Qu'on l'aime ou non, il est indéniable que l'impact qu'il a eu sur le monde de la musique est considérable. Mais maintenant, nous voulons entendre votre avis. Pensez-vous que Bruno Mars est coupable d'appropriation culturelle ou est-il simplement en train de célébrer l'héritage des grands qui l'ont précédé? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'analyses sur vos artistes préférés et les histoires tendances.